Et bien le bonjour chers amis, bienvenue sur cette vidéo consacrée évidemment comme tous les ans à l'horoscope de l'année puisque nous venons de passer notre fin d'année et début de la nouvelle. Donc évidemment je vous souhaite d'excellentes fêtes pour cette nouvelle année, pour cette année 2024. Donc on se trouve sous une énergie 8, 2 et 4, on est sur du 8. Donc c'est une énergie généralement qui fait la part belle pour tout ce qui est contrat, association, alliance, mariage. D'ailleurs, je crois que si je dis pas de bêtises, alors vraiment je le dis juste de mémoire, si jamais je raconte une ânerie, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire, mais je crois qu'on arrive également là cette année, lors du Nouvel An chinois, je crois qu'on entre dans le signe du dragon, qui est un équivalent de l'énergie du 8 qui est analogue au chiffre de la balance, donc ce qui va être la même chose justement pour les associations, les alliances, les amitiés, les papiers, les contrats, donc voilà, donc si jamais vous avez des choses importantes d'un point de vue administratif à mettre en place, ça va être le moment. Alors, comme tous les ans, on va faire un petit peu le point sur l'astrologie, sur ce que raconte l'astrologie uranienne, l'astrologie de l'école de Hambourg, comme on le fait toujours avec la méthode qui a été présentée par Alfred Witte dans ses ouvrages et ses articles en l'occurrence. Je travaille toujours, évidemment, comme d'habitude, avec le logiciel Olympia Astrologie. Moi, c'est le logiciel que je vous recommande, puisque on bosse grandement dessus pour l'améliorer, et puis pour donner des outils suffisamment efficaces pour vous permettre de travailler facilement avec Mathieu. Je vais vous montrer en fait un petit peu, je voulais pas juste faire une vidéo de lecture du thème parce qu'on pourra en parler à la limite en live. D'ailleurs j'en ai déjà parlé en live mais avec mes élèves en privé, donc on pourra se faire un live public et puis on pourra en parler. Je voulais surtout vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on fait un horoscope. Alors comment on fait un horoscope? Attention, un horoscope non pas pour les individus spécifiquement, non pas pour les gens, mais bien pour la planète et pour les pays. Alors quand vous êtes sur votre logiciel, là ici je suis sur un thème horaire, hein, donc quand vous ouvrez en fait votre Olympia Astrologie, vous ouvrez un thème n'importe lequel et en fait vous avez une petite fenêtre en haut avec une forme d'horloge je crois et c'est marqué thème horaire, donc vous cliquez dessus et en fait ça vous donne le thème du jour et de l'heure. Donc du moment où vous avez cliqué, donc là par exemple moi il est 22h27 au moment où j'ai commencé cette vidéo. Si je reclique dessus sur synchro, vous allez voir le temps va changer. Voilà, on est 22h32 depuis que j'ai commencé à parler. Le temps passe. Et donc un thème horaire, c'est intéressant pour une certaine pratique spécifique. On va pas en parler parce que c'est pas du tout le sujet là pour l'instant. Mais on va partir en fait de cette fenêtre pour pouvoir dresser l'horoscope. Alors, un horoscope de type mondial ou un horoscope événementiel, on a toujours besoin d'un lieu sur lequel se mettre. Et donc le lieu, vous le réglez ici dans le lieu du transit. Moi, le lieu de transit, il est mis en place, c'était le lieu de Paris. Donc vous choisissez la capitale du pays, là où vous vous trouvez, évidemment. Ça peut être intéressant pour savoir ce qui se passe sur cette ville, mais si on regarde vraiment pour le pays en entier, pour les gens du pays et pour la politique du pays, c'est bien entendu la capitale qu'on va prendre. Donc là, Paris, si vous êtes en Italie, vous prenez Rome, si vous êtes, je sais pas, en Belgique, vous prenez Bruxelles, voilà. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué quand on a plusieurs capitales, je pense par exemple au cas de la Suisse, où on va avoir Berne, qui va être la vraie capitale, et puis vous avez des capitales qui vont être politiques, économiques, commerciales, culturelles, voilà. On peut avoir des endroits qui sont un petit peu gênants, mais en règle générale, en fait, on regarde là surtout où se trouve logé le pouvoir exécutif, parce que c'est lui qui va décider évidemment de la politique du pays. Donc une fois que vous avez votre lieu de transit, vous allez sur charger événements et vous prenez l'ingrès solaire. Alors l'ingrès solaire, c'est quoi? En fait, c'est un mot qui est très souvent mal prononcé par les astrologues. J'entends parfois dans les vidéos ingress ou ingress. Non, c'est ingrès, parce que ça veut dire à l'intérieur, et grès, c'est le même grès qu'on retrouve dans progression. En fait, un progrès, progrès, c'est graisser en direction de, et bien là, l'ingrès, c'est graisser dans, et donc ça veut dire c'est l'entrée dans quelque chose. Et un ingrès solaire, c'est le moment où entre le soleil, d'où le nom, ingrès solaire, dans un signe. En fait, des ingrès,
On peut en avoir pour toutes les planètes. Quand vous regardez les astrologues qui disent « Ah bah tiens, telle planète est rentrée dans tel signe, Jupiter dans les poissons ou je ne sais quoi d'autre », eh bien c'est l'ingrès de cette planète dans tel signe. Nous, en astrologie uranienne, on ne s'intéresse pas à tous les ingrès. On s'intéresse déjà premièrement aux ingrès solaires uniquement, mais on s'intéresse également et en particulier aux ingrès cardinaux. Alors les ingrès cardinaux, c'est quoi? Ce sont les ingrès des signes cardinaux. Alors les signes cardinaux, je vais vous montrer, hein, je bascule vers l'onglet des signes. Vous avez ici tous les signes qui sont dans l'ordre, hein, donc vous avez Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Et vous avez 3 types de catégories de signes. Vous avez les signes qui sont dits cardinaux, puis les signes fixes, puis les signes mutables. Et on reprend encore après, cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable. Tout ça, ça se fait 4 fois. Le premier signe, je vais voir si je peux faire apparaître juste un... Voilà, c'est ça. On va diviser en fait notre ciel en 4. Hop, voilà. Voilà. Donc nous avons un premier signe, un deuxième, un troisième, puis un premier, un deuxième, un troisième, puis un premier, un deuxième, un troisième, premier, deuxième, troisième. Le premier signe de chaque part de tarte ou de pizza, parce que j'aime bien manger, c'est le signe cardinal. Les signes cardinaux, c'est le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Ensuite, en deuxième, vous avez les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Puis en dernier, vous avez les signes mutables, Gémeaux, Vierge, ici, Sagittaire et Poisson. Alors pourquoi on les appelle comme ça? C'est simplement parce que le signe cardinal, c'est celui qui est au début, c'est le plus important, on va voir pourquoi ils sont importants, c'est celui qui démarre quelque chose, il est en tête d'une espèce de mouvement. Le deuxième, c'est le fixe, parce que il est fixe, il est coincé entre les deux autres, et puis on décrit que c'est un signe qui généralement donne une tendance assez égale. Voilà, on ne qualifie pas forcément les taureaux, par exemple, d'être des signes qui impulsent des nouveautés ou qui invitent au changement. Voilà, bon. Et en dernier, on a le signe mutable parce que c'est celui qui ouvre la porte vers quelque chose qui est nouveau. En fait, c'est un signe qui achève un mouvement pour permettre ensuite au signe cardinal qui suit d'amorcer un nouveau mouvement. Donc on a le début, le milieu, la fin, un peu comme le passé, présent, futur, entre guillemets, c'est un peu comme ça, on pourrait le dire. Et nous, ce qui nous intéresse, donc, ce sont ces 4 signes-là, les 4 premiers. Donc Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. Les raisons, elles sont très simples. C'est que, contrairement aux autres signes, le Taureau, le Gémeaux, le Lion, la Vierge, le Scorpion, le Sagittaire, le Verseau et le Poisson ne correspondent dans la réalité spatiale à pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien de spécifique à cet endroit-là. Par contre, le moment où on arrive dans le signe du Bélier, dans le signe du Cancer, dans le signe de la Balance, dans le signe du Capricorne, ou je devrais dire, au moment où on quitte les Poissons pour rentrer dans le Bélier, au moment où on quitte les Gémeaux pour rentrer dans le Cancer, etc., il se passe quelque chose au niveau de la planète. Et ce quelque chose, c'est un phénomène qu'aujourd'hui on appelle saisonnier. On qualifie l'entrée dans le signe du Bélier comme étant l'entrée dans le printemps, puis ensuite ici l'entrée dans l'été, puis l'entrée dans l'automne et l'entrée dans l'hiver. Mais en réalité, c'est simplement que à cet endroit-là, au moment où nous entrons, au moment où le soleil entre, mais en fait le soleil il entre dans rien du tout, c'est juste que nous on tourne autour du soleil sur le plan de l'écliptique et puis on a cette impression que en réalité de notre point de vue géocentrique, c'est le soleil qui tourne autour de nous. Et on a l'impression qu'il balaye des signes. Mais lorsqu'en réalité le soleil entre par exemple dans le signe du Bélier, nous trouvons à l'opposé du soleil, on se trouve sur le point opposé, et donc en réalité nous entrons nous dans le signe de la Balance. Quand il entre dans le signe du Cancer, visuellement, ça veut dire que nous physiquement nous entrons dans le signe du Capricorne. Quand il entre dans le signe de la Balance, nous entrons nous dans le Bélier, et quand il entre dans le Capricorne au moment de l'hiver, nous entrons nous dans le Cancer. Alors je précise, je spécifie que tout cela ne vaut que évidemment pour l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Dans l'hémisphère sud, vous entrez en hiver quand le soleil est en Cancer et en été quand le soleil est en Capricorne. Et nous sommes dans l'hémisphère sud au printemps quand le soleil entre dans la Balance et en automne quand le soleil entre dans le signe du Bélier. Donc tout ça est inversé, hémisphère nord, hémisphère sud. Mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de comprendre que d'un point de vue géospatial, il se produit quelque chose.
En fait, ce qui se produit à ces endroits-là, qui sont des points de tournant extrêmement importants et que toute la planète va vivre, c'est que nous allons nous trouver sur soit des solstices, soit des équinoxes. Les équinoxes, c'est quoi? Les équinoxes, c'est ce qui se trouve ici et là. Les solstices, c'est ce qui se trouve ici et là. Alors le mot solstice, c'est un mot qui a une racine que les non-astrologues ne connaissent quasiment que dans ce mot. Il y a le sol, et puis il y a le tis derrière le sol, tis. Le mot tis, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans une pratique astrologique quand on parle d'antis et de contre-antis. Et en fait, le solstice, là ici on a le solstice d'été pour l'hémisphère nord et le solstice d'hiver toujours pour l'hémisphère nord, inversé pour l'hémisphère sud. Et en fait, ce sont les moments où le jour va être le plus long et le jour où la lumière va être, enfin, c'est le jour où le jour est le moins long. Donc là, c'est le jour où la nuit est la plus courte, et ça, c'est le jour où la nuit est la plus longue. Et ici, nous avons ce qu'on appelle les équinoxes. Nox. Equi, c'est égal, et nox, c'est le mot grec pour décrire la nuit. Pardon, latin, en grec, c'est nix. Donc là, on a le moment où le jour est égal à la nuit. Donc ce sont des éléments qui sont réels, qui sont concrets, qui sont mesurables. Ah bah tiens, on arrive aux alentours du 21-22 décembre, la nuit dure une éternité, le jour est très très court. Quand on arrive aux alentours du 21 juin, le jour est très très long, la nuit est très très courte. Quand on arrive au 21 mars et puis 21 octobre, on est sur, au contraire, des choses qui sont très égales. Ok. Donc là, on est sur du mars, avril, mai, on arrive mars, avril, mai, juin, juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc on est bien ici, là, en ce moment, au niveau du décembre. Et quand on place ici, là, vous voyez, le soleil n'est pas très loin. Quand on place le soleil sur ce qu'on appelle le 0 degré Capricorne, c'est-à-dire quand il fait son ingré Capricorne, on est au mois de décembre, et donc on va aller chercher l'ingrès solaire dans l'événement, et on met non pas l'année en cours, puisque nous sommes en 2024, mais nous on veut l'ingrès de Capricorne qui vient de passer. Or, c'était en décembre, donc 2023. Et on l'a ici, 22 décembre 2000. Donc là, vous avez toutes les dates. Vous voyez, par exemple, le soleil entrait en 2023 au moment du printemps. Il faisait son ingrès de bélier le 20 mars, en cancer le 21 juin, en balance le 23 septembre, et puis ici le 22 décembre. Donc là, on prend celui-ci. Alors c'est réglé sur 3h27 temps universel, puisque c'est la même heure pour tout le monde, quelle que soit la planète, quel que soit le lieu sur la planète où vous vous trouvez, l'ingrès solaire se passe toujours à la même heure en temps universel. Ça veut dire que le thème qu'on sort, qui est celui-ci, est exactement le même pour tout le monde. Exactement le même pour tout le monde, à deux exceptions près. Le milieu du ciel et l'ascendant. Toutes les autres planètes, tous les autres points seront exactement au même endroit. Le soleil, c'est l'ingrès, donc forcément il sera partout pareil pour tout le monde. La lune, même si c'est un astre qui bouge vite, vous pouvez vous mettre à Ouagadougou ou n'importe où, la lune elle sera toujours au même endroit, ça ne va pas bouger. Toutes les autres planètes, évidemment, ne vont pas bouger non plus. Peut-être la seule petite exception, éventuellement, où vous pourriez avoir une petite différence avec la Lune, c'est si vous utilisez la technique de la Lune topocentrique. Ce qui n'est pas une nécessité, et qui en réalité, sur une roue 360, ça va vous faire bouger d'1 degré ou 2 maximum, c'est-à-dire quasiment rien. Mais en astrologie, là, mondiale, toutes les planètes vont être exactement les mêmes, puisque on prend un événement qui est spatial, et non pas un événement qui est géolocalisé sur un endroit spécifique. Par contre, le milieu du ciel et l'ascendant, eux, sont des points qui sont complètement spécifiques à l'endroit où vous vous trouvez, en tout cas, en l'occurrence, à l'endroit que vous avez choisi. Là, par exemple, vous voyez, je vais souligner pour qu'on puisse bien voir. Je vais juste me remettre sur la route 360 pour que ça soit bien clair. Voilà, comme ça, moi j'ai mon petit point marqueur au centre, c'est toujours plus rigolo. Voilà, donc on a ça ici, on a ça là, voilà, je vais vous mettre même la lune, comme ça on voit bien. Et on va changer par exemple de lieu. Je vais mettre, tiens, on a Fukushima, on va mettre Fukushima. Vous voyez, la lune, elle n'a pas bougé. Par contre, l'ascendant qui était ici, est parti ici, et le milieu du ciel qui était là, est parti là. C'est pour ça qu'on ne va pas avoir le même thème selon les endroits. Donc je vais remettre Paris, parce que je suis en France, donc pour l'instant, du moins, c'est le sort de la France qui m'intéresse. Voilà. Et une fois que vous avez
fait votre thème avec l'ingrès solaire de Capricorne de l'année qui précède, donc enfin, sauf si vous étiez, là par exemple, si vous voulez voir l'horoscope de 2025, ben, vous regardez celui de 2024, mais évidemment c'est toujours ça, l'ingrès de Capricorne se produit toujours avant l'année qui arrive derrière, parce que en fin de compte, nous on a placé l'année de manière très arbitraire au 1er janvier, mais la réalité c'est que ça n'a aucune tangibilité d'un point de vue spatial, et d'ailleurs même d'un point de vue historique non plus, c'est une date qui est complètement conne, quand on voit qu'il y a le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est bien parce que c'était les 7e, 8e, 9e et 10e mois, on a dû rajouter parce que c'était un vrai foutoir et que ça marchait pas, qu'on s'est retrouvé avec des espèces de décalage dans le temps, il a fallu rajouter 2 mois qui sont celui de janvier en l'honneur de Janus qui est le dieu des portes et des passages, et puis février qui est en l'honneur de la divinité étrusque Fébruar qui est la divinité de la mort, c'est pour ça qu'on associe d'ailleurs le signe des poissons au signe des morts, c'est pas un hasard, mais la réalité c'est que en fait on a plein de points de départ dans le ciel, on peut prendre un solstice comme le solstice d'hiver, on pourrait très bien prendre, si vous vous trouvez dans l'hémisphère sud, vous prenez le solstice d'été et vous allez prendre l'ingrès de Cancer, mais on pourrait très bien prendre en réalité également les ingrès de Bélier et de Balance pour voir les équinoxes. Et c'était surtout à ça que je voulais en venir, c'est que vous pouvez maintenant regarder astralement parlant ce qui se passe trimestre par trimestre, puisque vous regardez l'ingrès de Capricorne, l'ingrès de Bélier, l'ingrès de Cancer, l'ingrès de Balance, et vous allez voir ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent. Alors, à nouveau, en ciblant évidemment un lieu, parce que sinon, il va pas se passer grand-chose. Alors, on pourrait dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les autres ingrès pour regarder les autres mois? On pourrait faire les 12 mois. Oui, c'est possible. En réalité, on pourrait le faire. C'est juste que vous allez vous retrouver en fait à regarder des choses qui, d'un point de vue géospatial, ne sont pas tangibles. L'entrée dans le signe du Scorpion ou l'entrée dans le signe des Gémeaux ou du Lion, ça n'est défini par rien. On n'est pas au plus loin du Soleil, ou on n'est pas au plus proche du Soleil, ou on n'est pas à égale distance du Soleil en opposé avec l'autre point qui est le point équinoxial. Donc ça n'a géométriquement parlant en réalité pas de grande importance. Par contre, ce qui serait important, ce serait éventuellement de regarder le moment où le Soleil se trouve pile au milieu d'un signe fixe. Parce que vous savez qu'en astrologie uranienne, on utilise les conjonctions, les oppositions, les carrés, mais aussi les semi-carrés et les sesquicarrés. Et en fait, si on prend là ici des formes de semi-carrés, en fait on va tomber au milieu des signes fixes, qui sont des points que, en astrologie uranienne, on a découvert comme étant extrêmement importants, particulièrement dans le domaine médical. Les planètes qui passent sur les 15 degrés Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, ce sont des points de convergence extrêmement importants, puisqu'ils sont simplement en semi-carré à un point cardinal, et donc ils provoquent des phénomènes extrêmement importants. Donc ça, c'est quelque chose que je vous glisse un petit peu. En réalité, si on était même un tout petit peu casse-pied, on pourrait aller un tout petit peu plus loin et prendre en fait toutes les entrées du Soleil sur des aspects de 22-30. Voilà, à chaque fois qu'il y a un petit point marqueur, c'est un aspect de 22-30. Alors pourquoi 22-30 ? C'est simplement parce que c'est une subdivision toujours en deux de la roue. Vous avez votre roue qui fait 360 degrés, vous la divisez en deux, ça vous donne 180, vous la divisez encore en deux, ça vous donne 90, vous la divisez encore en deux, ça vous donne 45, vous divisez encore en deux, ça vous donne 22-30. Voilà, donc en fait on pourrait faire les entrées du Soleil dans chacun de ces aspects de 22-30. C'est pas un truc qui est idiot, ça peut donner des informations, c'est toujours sympa. Voilà, donc on pourrait voir, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup ce qu'on appelle l'harmonique 16 en astrologie uranienne. On pourrait diviser l'année en 16 étapes. Bon, honnêtement, si vous la faites déjà en 8, il se passe déjà suffisamment de choses. C'est pas une nécessité d'aller regarder non plus tous les 4 jours, vous voyez. Donc, une fois qu'on a notre Soleil qui se trouve ici, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde en fait les planètes qui sont les unes avec les autres, bien entendu. On regarde comment ça communique. Alors, c'est sûr que nous, en astrologie uranienne, on utilise des planètes qui sont lentes, donc c'est pas toujours très intéressant de regarder les planètes très lentes. Là, par exemple, cette fameuse conjonction de Hadès, Chronos, qui se trouve dans le signe du Cancer depuis des lustres et qui va y rester encore un paquet de temps, c'est pas très pertinent de regarder d'une année sur l'autre ce qui a bougé. Par contre, on peut très bien revenir un an avant, et voir effectivement où se trouvaient les planètes par rapport à maintenant.
Là, par exemple, on peut voir des choses qui sont en commun. L'année précédente, on avait Mercure qui était pareil dans le signe du Capricorne. Si je me mets là comme ça, vous allez le voir. Voilà, Mercure était dans le signe du Capricorne, de même que là cette année. Donc il n'y a pas de grand changement. Cupidon, bah, c'est une planète qui est très lente, pareil, elle n'a pas bougé énormément. Alors, Mercure et Vénus, par exemple, sont deux planètes qui ne vont pas avoir une énorme pertinence par rapport aux signes, pour une raison très simple, c'est qu'ils ne peuvent jamais s'éloigner beaucoup du Soleil. Parce que vous avez le Soleil qui est à un endroit dans le système, et lui, il va briller à cet endroit-là, et vous allez avoir Mercure ensuite, Vénus ensuite, et nous ensuite, avec notre petite lune. Puis ensuite, vous avez Mars, Jupiter, Saturne, etc. Et en fait, de notre point de vue, quand on regarde en direction du Soleil, eh bien, il n'y aura jamais un grand écart entre Mercure, Vénus et le Soleil. Ils vont toujours rester très près parce que nous sommes à l'extérieur et on regarde vers l'intérieur. Par contre, Mars peut s'éloigner beaucoup plus que les autres. Et on peut se retrouver avec, effectivement, par exemple, des oppositions. Ce que Vénus et Mercure ne peuvent pas faire. Vous ne trouverez jamais une opposition Soleil-Mercure ou Soleil-Vénus. Ça ne peut pas arriver. Donc, Mercure et Vénus ne sont pas forcément extraordinairement pertinents. Globalement, ils vont bouger à peu près de 2 signes avant, 2 signes après maximum. Donc ça peut aller à peu près du Scorpion jusqu'au Verseau. Peut-être Vénus, parfois, peut aller chatouiller un petit peu les autres. Je ne sais plus précisément de combien de degrés. Puis je suis tellement habitué à travailler sur les routes 90 que je n'ai pas les chiffres en tête. Mais c'est pas forcément des trucs extraordinairement intéressants. Par contre, les autres planètes à partir, évidemment, de Mars, mais également la Lune, parce que la Lune, elle peut se balader partout, là, ça va commencer à devenir intéressant. Donc ce qu'on va regarder, c'est pas le Soleil dans un signe, parce que on regarde l'ingrès. Mercure et Vénus peuvent donner une tonalité, mais c'est pas les plus importants. On va regarder bien entendu la Lune, le nœud lunaire, Mars, Jupiter, Saturne, okay, je ne sais pas où, voilà, Saturne. Ça, c'est les planètes qui vont être les plus rapides et les plus intéressantes. Après, quand on commence à arriver à Uranus, Neptune et Pluton, c'est déjà très lent. Et c'est pareil, d'une année sur l'autre, ça ne va pas bouger des masses. Par exemple, vous avez Uranus qui se trouve ici, il est à combien? Il est à 19 degrés 38 du Taureau. Si je remonte l'année d'avant, pas très loin, hein, il est à 15. Je peux remonter encore l'année d'avant, il y est toujours. Donc c'est pas très intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder effectivement les planètes qui vont avoir un ingrès, c'est-à-dire qui vont avoir changé de signe. Par exemple, l'année dernière, au moment de l'ingrès, on avait Jupiter qui faisait son ingrès de Bélier. Ah, ça c'était intéressant. Et là, cette année, Jupiter se trouve dans le signe du Taureau. L'année prochaine, il se trouvera dans les Gémeaux. L'année d'après, en Cancer. Il fait à peu près un signe par an. Alors, c'est pas toujours le cas, puisque là, par exemple, il se trouve en Cancer. L'année d'après, il se trouve en Lion. L'année suivante, il est en Vierge. L'année d'après, il est en Balance. Puis en Scorpion. Puis, vous voyez, en fait, d'abord, il avance beaucoup dans les signes. Et puis, à cause de ces rétrogradations, il avance de moins en moins. Et là, par exemple, il est avant la moitié du signe. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va avoir des ralentissements. Et là, vous voyez, maintenant, il est au début du signe. Si je continue, là, il est encore au début. Là, il ravance encore. Là, maintenant, il arrive presque à la moitié. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant, ces mouvements, parce que ça va raconter également des choses. Par exemple, les astrologues qui adorent regarder les rétrogradations, ça va être intéressant, parce qu'on va avoir, par exemple, les phases de régression au niveau, par exemple, financière. On peut voir, justement, quand Jupiter manque d'expansion et qu'il prend trop de temps, on se dit, ah, bah là, par exemple, ça va pas être terrible. Là, l'année dernière, il était au début. Là, cette fois-ci, tac, il est déjà un petit peu plus avancé. Vous voyez, il va un peu plus loin. L'année d'avant, donc là il était au début, donc là on sait qu'il a fait plus de 30 degrés, hein, il a fait 30 et combien 35 degrés à peu près. L'année d'avant, hop, il était ici. Ça veut dire qu'il a sauté quasiment le signe du Poisson. Alors, en fait, il a sauté le signe du Poisson. Ça, vous voyez, c'est intéressant. Parce qu'il a complètement éludé, donc au moment de l'ingrès solaire, en fait, le Bélier est passé d'une année en Verseau à l'année d'après tout de suite en Bélier. Il n'a pas existé. Évidemment qu'au cours de l'année, il est passé dans le Poisson. Il n'a pas fait un saut quantique, on n'est pas idiot. Mais en termes d'horoscope, le Poisson a été complètement squeezé. Il a été complètement éludé. Avec amusement, le signe du Poisson, en astrologie uranienne, qualifie pour nous le signe du travail quotidien. Jupiter a éludé le travail quotidien. Ça veut dire quoi? Jupiter, c'est l'argent et la joie. Il a sauté cette étape-là, c'est le travail, qui ne paye pas. Et c'est la perte de joie
dans le travail. Donc ça s'est passé entre 2021 et 2022. Voilà, là aujourd'hui on est 2023, il est bien assis dans le taureau. Ça c'est quelque chose qui va être intéressant parce que Jupiter dans le signe du taureau, ça va donner plus de corps à l'axe. En fait, ce sont toujours des axes. Hein. À l'axe 2-8, c'est-à-dire Scorpion, Taureau, c'est l'axe de la matière. C'est l'axe des possessions, c'est l'axe des biens, c'est l'axe également, par exemple, quand vous avez des grosses maladies, quand vous avez de mauvaises planètes en maison 8, ça n'est pas bon. Par contre, si vous avez un Jupiter en maison 8, ça peut garantir, par exemple, d'avoir des opérations qui sont des réussites. Ça peut apporter des soins qui sont plus efficaces. Ça peut nous permettre, par exemple, d'avoir des traitements médicaux soudainement qui apparaissent et qui permettent de progresser un petit peu justement sur la médication, le traitement de certains syndromes, de certaines maladies, de certains problèmes qui peuvent être assez graves parce que la maison 8, c'est pas la petite maladie par exemple de la maison 6. La maison 6, ça peut être les petits problèmes d'hygiène quotidienne, mais la maison 8, c'est vraiment les problèmes importants. Et là, on a du Jupiter maison 8. Par exemple, c'est quelque chose qui pourrait donner une expansion également. Donc, par exemple, comme je disais, à des traitements de maladies graves. Je pense, par exemple, à certaines maladies comme justement les cancers, sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer, mais également, par exemple, le VIH qui pourrait trouver des belles avancées. Mais Jupiter maison 8, ça peut être aussi une avancée par rapport également à l'acceptation de l'euthanasie. Puisque la maison 8, c'est également la maison de la mort. Et avec Jupiter, on peut y mettre de la douceur. Donc, c'est-à-dire, on a une mort douce, une mort accompagnée, une mort, entre guillemets, agréable. Donc là, peut-être qu'au cours de l'année, on ne sait pas qui ça touche, puisque c'est pareil pour tout le monde. Jupiter est pour tout le monde pareil au même endroit, en taureau, à cet endroit-là. Quel que soit le pays où vous vous trouvez. Mais par contre, avec les autres points personnels, peut-être qu'il se passe des choses. Là, pour l'instant, je ne vois pas, parce qu'on est en route 360, donc c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, on a ici l'entrée d'une planète dans un signe qui en a bien besoin. Donc ça, c'est toujours intéressant. Voilà, donc on regarde les planètes qui basculent d'un côté à un autre. Donc là, par exemple, Vénus était en Capricorne l'an dernier. Là, cette année, ça se trouve dans le signe du Scorpion, donc qui pour nous est la maison 2. Alors j'explique pourquoi est-ce qu'on a des numéros de maison. En fait, les numéros de maison sont les numéros des signes. Sauf que chez nous, en astrologie uranienne, on les prend à l'envers. C'est-à-dire que le bélier a beau être le premier signe du zodiaque, il est pour nous la 7e maison. Alors que la première, c'est la balance. Simplement parce que quand le soleil entre dans le premier signe, ça veut dire que nous sommes dans son opposé. Nous sommes dans la balance. Donc nous sommes dans la première maison. Nous incarnons la première maison au moment où le soleil rentre dans le signe qui pour nous était le premier. Donc nous vivons ce qui est à l'opposé. Donc là, par exemple, on a ici Vénus qui apparaît dans la maison 2. Ça, c'est très bien, par exemple, pour avoir de beaux objets, de belles décorations à la maison, de beaux biens, par exemple, je sais pas, vous voulez acheter des petites statuettes, refaire la décoration, tout ça, c'est très intéressant pour ça. En plus, en opposé d'un Jupiter qui fonctionne très bien avec Vénus, les deux s'entendent excellemment bien. Alors, Jupiter en maison 8, ça peut quand même nous donner une info qui est aussi celle des héritages. Il peut se passer quelque chose, il peut y avoir par exemple au niveau des politiques, des pays qui vont être concernés par cet aspect-là, il peut se passer des choses au niveau des héritages ou des droits de succession, par exemple. Voyez. Alors après, ça peut être aussi le décès de quelqu'un d'important, de quelqu'un qui gouverne. Maison 8, c'est le décès. Et Jupiter, c'est la personne influente, importante ou dans le domaine de la politique. Je laisserai les élucubrations à chacun et chacune d'apprécier ou non cette configuration. Bon, Jupiter-Lune, ça peut être aussi une femme politique, hein, c'est possible. Bon, c'est facile, hein, des gens dans le domaine de la politique qui décèdent, il y en a tous les ans, donc on va pas en faire un plat. Mais quand même, possiblement, on peut se retrouver quand même avec quelqu'un qui est peut-être à la tête du pouvoir, qui est peut-être en commandement, vous voyez, c'est possible. Donc à voir si effectivement on n'a pas quelqu'un, je sais pas, peut-être Papy Colgate aux États-Unis, comme après tout il est quasiment liquide, ce ne sera pas une énorme surprise pour grand monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc, on a Vénus, voilà, qui bascule comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, Mercure, j'ai dit, on l'a vu. Mars, donc Mars se trouvait en Gémeaux l'an dernier. Et là, cette année, il a avancé Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, tac, il est dans le Sagittaire cette année. Donc lui, il balaye beaucoup de signes. Donc c'est pas forcément
intéressant de regarder ses ingrès, parce qu'il bouge rapidement. Il fait un tour du zodiaque en à peu près 2 ans et des brioches. Mais par contre, le fait qu'il se soit arrêté dans la maison 3, ça c'est intéressant, parce que ça nous donne une information. Mondialement, ça nous donne quoi comme information? Ben, ça nous donne l'information d'une communication, maison 3, Sagittaire, qui est relativement violente. Alors je dois dire que un signe assez pugnacier qu'est le Sagittaire, dans une maison de communication avec un belliqueux Mars, je n'aime pas trop, parce que ça sonne quand même la déclaration de guerre. Alors si on regarde un petit peu avec quoi fonctionne Mars, donc vous savez que nous on n'utilise que les aspects qui sont des subdivisions de la roue, donc là on a un sesquicarré, un sesquicarré, un septicédécile et un semi-carré. Donc là on voit qu'il est avec Jupiter, ici en sesquicarré. Mars-Jupiter, c'est un très bon assemblage, c'est l'assemblage qu'on voit traditionnellement pour la naissance des enfants, pour les mariages, les fiançailles, mais c'est également le travail bien fait. Sauf que Jupiter en maison 8, qui est une planète de politique, de gouvernement, dans la maison de la mort, de la matérialité fracassante, qui fonctionne en association. Alors l'angle n'a pas d'intérêt, hein. Il n'y a pas d'angle positif ou négatif en astrologie uranienne, hein. Toutes les planètes ont chacune une polarité, plus positive ou plus négative, et c'est ensemble qu'elles vont donner la tonalité. C'est pas l'angle qui fait ça, c'est juste que quand il y a un angle, on sait que ça communique. Mars qui est l'armée, Jupiter qui est le gouvernement, Mars dans l'annonce ou dans la communication, dans un signe belliqueux, j'aime pas. Surtout qu'il se trouve ici en septicédécile à Hadès, et Mars-Hadès, c'est les actes horribles, c'est les actes criminels. Ça n'est pas bon, clairement ça n'est pas bon. Surtout avec un Hadès conjoint à Chronos dans le signe du Cancer, maison 10, ça c'est quoi? Le Cancer, c'est les signes des patries, des nations, maison 10, c'est la maison de la politique, Chronos, c'est les gouvernements, Hadès, c'est la vilainie. Jupiter, Mars, Chronos, Apollon, Hadès, pardon, ça c'est pas bon, ça provoque vraiment des conflits énormes. On a Apollon ici, c'est pour ça que j'ai parlé d'Apollon, en semi-carré avec Mars. Mars-Apollon, c'est les frères d'armes. C'est les nombreuses armées ou les nombreux guerriers ou les nombreux conflits. Et on a en dernier Vulcain. Et Vulcain, ça c'est c'est un amplificateur. C'est une planète qui, quand il se passe quelque chose de bien, il augmente le bien. Quand c'est le merdier, il vous invite à vous mettre une casserole sur la tête et à vous entourer de papier bulle et à attendre que le conflit passe. Parce que clairement, c'est une espèce de bulldozer, en fait. Une fois qu'il est lancé, c'est très dur de l'arrêter. Et ça, c'est pas bon. Ça, clairement, c'est pas bon parce que on a une planète belliqueuse dans un signe belliqueux qui donne une espèce de déclaration de guerre, avec un politicien ici qui peut avoir des envies mortifères. On a les gouvernements véreux, parce que Chronos-Hadès, ce sont les gouvernements véreux. On a un amplificateur de conflits et un multiplicateur de conflits, parce que ça amplifie et ça multiplie. Bon, on va pas avoir de grandes raisons de se réjouir. Malheureusement, je le crains. Je pense que c'est un peu tôt pour gager d'une guerre mondiale ou autre. Je suis pas entièrement convaincu. Je verrais plutôt des configurations tragiques, pas tout de suite, plus tard. J'aurais vu peut-être des choses un petit peu plus tard. Mais très clairement, ça me semble quand même sacrément archi pas bon. Là, en l'état, nous n'avons pas de point impacté avec le milieu du ciel et l'ascendant. Donc ça a l'air de ne pas nous toucher pour l'instant. On verra ensuite sur la route 90. Je dis on verra simplement parce que je sais pas, j'ai pas du tout regardé. Je suis en train de regarder en même temps que vous. Vraiment, en fait, c'est absolument pas ce que je vais trouver sur la route 90. Donc on regardera ensemble. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc on a vu Mars, je reviens sur l'année d'avant, Mars. Donc on avait Jupiter, on en a parlé, qui passe du Bélier au signe du Taureau, bon, ça c'est fait. On avait Saturne qui était en Verseau, et puis cette année qui passe dans le signe du Poisson, la maison du travail et de la santé. On a Saturne qui rejoint dans le signe du Poisson Neptune. Or, ça c'est la santé et la maladie. Neptune avec le Poisson, c'est sa maison, donc c'est très bien ici. Alors je dis c'est sa maison, c'est pas sa vraie maison. Nous en astrologie uranienne, on a un autre moyen de voir un petit peu quelles sont les maisons. Et là, en astro traditionnel, le Poisson c'est neptunien. Mais c'est pas une très bonne planète à cet endroit-là parce que ça fait se propager
les maladies ou ça fait perdre les maladies. Et Saturne, ça fait perdre, pardon, le travail. Saturne, dans la maison du travail, ça rend le travail pénible et ça transforme en fait le secteur maladie ou hygiène comme étant attaqué. Et c'est peut-être pour ça, malheureusement, qu'on a un Jupiter en maison 8, c'est que c'est quand même pas improbable qu'il nous recolle une nouvelle maladie. Quand je dis nous recolle, si vous avez bien compris pourquoi, hein, évidemment, le Covid, c'était pas un heureux hasard. C'est quand même pas improbable qu'il nous refoute une nouvelle maladie avec un nouveau traitement, ou qu'il nous refasse une salve de oui, prenez le vaccin, on peut vous assurer que les myocardites, les thromboses, les AVC, les œdèmes cérébraux et compagnie ne sont que de pur hasard et conjoncture. Voilà. Bon, on sait très bien qu'en réalité, le vaccin est évidemment efficace et safe, et que si aujourd'hui le Covid n'existe plus, c'est bien entendu grâce à lui, lol. Donc ça, je suis pas fan non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Alors, on avait le nœud lunaire qui était en taureau, qui cette année passe en bélier. Vous allez vous dire, c'est bizarre, il va dans l'autre sens. Oui, c'est normal, le nœud lunaire est toujours rétrograde. Toujours. Pas toujours, mais à 99% du temps, il est rétrograde. Donc c'est normal qu'il aille vers l'arrière. Là, on avait... Ça, c'était les accords avec 8-2. Le nœud lunaire à cet endroit-là, ce sont les accords de commerce, les accords par rapport au bien matériel. L'année d'avant, il était sur la fin Gémeaux, mais il commençait déjà à irradier un petit peu parce qu'il est à moins de 5 degrés de la cuspide. Hein. La cuspide, c'est la limite entre les signes et les maisons. Et donc, il commençait déjà à irradier un petit peu. Mais... le nœud lunaire dans la maison 9, le signe des Gémeaux, c'était avoir quand même des contrats avec les autres pays. Là, ici, dans le signe du Taureau, c'est restreindre ça. Et en fait, c'est ce qu'on a eu avec les contrats qu'on a fait sauter avec la Russie. C'est-à-dire qu'on continue d'acheter la même chose que ce que les Russes font, sauf qu'on les achète à d'autres personnes qui les ont achetés aux Russes et qui nous les revendent 4 fois plus cher. Parce qu'évidemment, les dindons de la farce et les gros cons de l'histoire, c'est toujours nous comme d'habitude. Je vous laisse regarder votre facture d'EDF en savourant la politique européenne. Puisque, bien entendu, tout cela est évidemment le jeu de la stratégie européenne, et ça n'est pas pour rien qu'il est très urgent et indispensable et incontournable et inévitable que nous devions sortir de l'Union européenne si on veut retrouver une véritable économie. Ce qui fait flipper grave les gens, alors que les pays qui s'en sortent aujourd'hui le mieux sont ceux qui ne sont justement pas dans l'Union européenne, comme par hasard. Donc nous avons là cette fois-ci le nœud lunaire qui rentre dans le signe du bélier, et ça c'est passer des alliances avec d'autres, avec des étrangers, parce que le 7 c'est l'étranger, le 1 c'est le natif, et le 7 c'est l'étranger, c'est l'autre. Et donc je reviens sur cette notion de risque de guerre, c'est qu'avec un nœud lunaire en bélier, il y a comme une coalition, il y a une alliance, une association, comme une espèce de groupe qui peut se créer et qui peut prendre une espèce de pouvoir, une espèce de puissance par justement la reliance. Alors, est-ce que ce seraient les BRICS, potentiellement, qui ont tout compris et qui tirent honorablement bien leur épingle du jeu? Donc c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et qui sont d'ailleurs en pourparlers pour accueillir d'autres personnes à l'intérieur. Évidemment, ça ne sera pas l'Europe, puisque l'Union européenne, on le sait, est en plein déclin et se casse la gueule, n'a plus le pouvoir, donc bien entendu que ça ne va pas être le cas, mais on sait que l'Union européenne est en train de vouloir faire en sorte de faire rentrer justement des nouveaux États à l'intérieur, qui sont bien entendu tous des États pauvres qui n'ont rien à nous apporter, qui vont nous coûter une méga douille. Donc encore une fois, la facture va bien entendu être pour nous. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que la France est un contributeur net de l'Union européenne, ça veut dire qu'on donne plus d'argent à l'Union européenne qu'on en reçoit en retour. C'est-à-dire qu'on va donner je ne sais plus combien, je crois un truc comme 28 milliards d'euros par an, et elle nous en rend 12 ou 13, et dans ces 12-13, en fait, il y a une partie qui est la PAC, la politique agricole commune, donc c'est une aide qu'on donne à nos agriculteurs contre des conditions absolument épouvantables à respecter, et l'utilisation obligatoire de pesticides, néonicotinoïdes, des trucs qui sortent de chez Bayer, Monsanto, et qui devaient être arrêtés par Macron, et qui ont été du coup renouvelés, bien entendu, puisqu'il fait toujours le contraire de ce qu'il dit. Donc l'Union européenne ne va pas du tout bien, et ce genre de truc là, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit forcément des nouvelles entrées dans l'Union européenne, qui seront en réalité des entrées totalement insignifiantes et qui n'auront que pour simple vertu que de regarder nos voisins russes et de leur faire nananananer, parce que c'est le seul truc qu'on est capable de faire, comme on a envoyé toutes nos armes en Ukraine et qu'on n'a plus rien pour nous défendre aujourd'hui, et que la seule chose qu'on ait encore à la tête de notre pays, c'est une espèce de petit con qui est certainement le pire de tous les présidents
de toute l'histoire de, de la République française, et que dès qu'il est censé justement fermer son bec pour éviter un incident diplomatique, il trouve que c'est toujours le bon moyen de l'ouvrir pour sortir encore plus d'horreur que ce qu'il a été capable de faire précédemment. Donc voilà, je pense que ça c'est davantage effectivement quelque chose qui sous-tend les autres coalitions qui sont en train de se créer mondialement, et qui vont très clairement nous laminer. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc Jupiter, Saturne, Uranus. Donc Uranus, on a vu qu'il bougeait pas. Neptune ne bougeait pas non plus, puisqu'il est là depuis un petit moment. Pluton, lui, il est en Capricorne, et il va très bien en Capricorne, donc c'est pas pour tout de suite qu'il va changer. Il faudra attendre encore un tout petit peu, puisque ça sera l'année d'après, où il entrera dans le signe du Verseau. Ce qui, là, pour le coup, est intéressant. Ça sera très intéressant, Pluton dans le signe du Verseau, puisque c'est redévelopper du plaisir, redévelopper de la joie, développer également des nouvelles technologies, développer des nouveaux moyens de vivre mieux en réalité le quotidien. Alors ça peut être aussi une avancée. Par exemple, dans le domaine de certaines sciences, je pense aux sciences de type génétique, et je pense particulièrement à ce qui est de l'ordre des transplantations, de la capacité des transplantations, de faire des organes même imprimés, vous savez, ce genre de truc. Je pense qu'on devrait avoir un bon essor là-dessus. Ce qui me fait juste un tout petit peu peur, c'est que l'entrée de Pluton là-dedans pourrait donner un très 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 grand essor à l'intelligence artificielle, et voire potentiellement des proto-conscience apparaître chez certaines machines. C'est pas improbable. On verra si c'est le cas ou pas. Voilà. Ensuite, les autres planètes, elles n'ont pas bougé parce qu'elles sont de toute façon trop lentes, et elles sont à des endroits qui sont pas aptes à justement changer de signe. Enfin, on a Apollon ici, Poséidon là, ils sont en plein milieu du signe, donc l'année d'avant ils n'ont pas bougé. Zeus n'a pas bougé non plus, Vulcain non plus. Vulcain lui, il a changé de signe, mais c'était quelques années plus tôt. C'était voilà, en 2016, il est rentré dans le signe, je pense, hein, voilà, non, voilà, toute fin, ouais, je n'étais pas totalement dessus, donc il est vraiment rentré sur l'ingrès de l'année d'après, donc 2017. Ouais, très belle année, ouais, 2017, ouais, surtout pour les présidentielles, c'était cool. Voilà, je me remets sur celui de 2023. Voilà, et donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Ensuite, une fois que vous avez votre thème, vous regardez simplement les planètes, la manière dont elles interagissent entre elles, puisque même si elles n'ont pas changé de signe, les angles, eux, ils ont changé. Même les planètes les plus lentes vont pas avoir les mêmes aspects toujours entre elles. J'étais justement sur Vulcain. Vulcain, là, par exemple, cette année, est en lien avec Jupiter, avec Apollon et avec Mars. L'année d'avant, il était toujours avec Apollon, mais c'est tout. Il n'y avait pas d'autre aspect. L'année d'avant, il était toujours avec, et ça on le sait, hein, c'est quelque chose que j'ai mentionné il y a déjà quelques années en disant que c'était Vulcain-Apollon qui avait donné l'essor de l'hyperconsommation. Voilà, on est toujours dedans, et c'est pas prêt de tout de suite s'arrêter, hein, donc ça continue. L'année d'après, par exemple, l'année prochaine, là on aura un Mars-Vulcain, Pluton. Là, cette fois-ci, toujours notre petit Apollon, mais cette fois-ci, on va avoir un Apollon-Mars, hein, les deux vont être en relation, ce qui peut laisser présager toujours un début de conflit là, qui sera encore grandissant l'année d'après. C'est pas impossible, malheureusement. Voilà, donc il suffit de regarder un petit peu les différents aspects de planètes entre elles, toujours de part d'eux. Mais ça pourrait prendre du temps, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ce qui se passe avec le milieu du ciel et l'ascendant, puisque le milieu du ciel, c'est nous, les Français, et l'ascendant, c'est la France. Donc, on va regarder les deux. Là, on a un milieu du ciel qui est en carré avec Uranus, en carré avec Vénus, en quisédécile avec la Lune, septicédécile avec Pluton, et sesquicarré avec Cupidon. Excusez-moi, j'ai un vieux chat mort dans le fond de la gorge. Toujours sympa. Donc, on a un milieu du ciel qui n'est pas mal aspecté. Au contraire, on a quelque chose d'assez joli. J'ai comme une espèce d'élan un peu positif par rapport à la vie des Français. Je parle pas de politique, hein. Je parle vraiment dans la vie quotidienne des Français. Un milieu du ciel Vénus, milieu du ciel Uranus, milieu du ciel Lune, milieu du ciel Pluton, milieu du ciel Cupidon. Rien là-dedans ne donne véritablement de crainte dans un ordre planétaire. On n'a pas du Saturne, on n'a pas du Neptune, on n'a pas du Hadès, on n'a pas des trucs horribles. Donc c'est pas si effrayant que ça. Le seul truc, c'est milieu du ciel, Uranus, ça peut rendre tendu, ça peut rendre nerveux.
Milieu du ciel lune, ça c'est le français qui se relie à sa notion de nationalité, puisque la lune, elle est tributaire de l'heure, elle est tributaire du multiple, là où le soleil représente l'unité, c'est pour ça que le soleil va représenter le jour. Plusieurs jours, ce sont des semaines ou des mois, ça c'est la lune représente les semaines et les mois. Le soleil va représenter donc le jour, comme je disais, mais la lune va représenter également les heures, puisque c'est la subdivision. Le soleil va représenter l'individu, la lune va représenter les individus. Et en fait, la lune, elle est importante parce que c'est l'astre qui va parler du peuple. Le peuple en termes de nation. Donc là, on a une espèce de reliance du peuple français, comme si on reprenait l'identité française. Et ça se revoit encore plus ici. Milieu du ciel, Cupidon. Cupidon, c'est le regroupement, l'alliance, l'association, les choses qui s'aimantent, qui se mettent ensemble, qui forment une coalition. Milieu du ciel, Cupidon, c'est les Français qui se réunissent. Un peu comme, j'allais dire, comme des groupuscules. En réalité, oui, c'est possible. Milieu du ciel, Pluton, ça c'est... Il y a quelque chose qui couve. Il y a quelque chose qui couve. Le peuple français est en train de préparer quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il est en train de préparer, je ne sais pas. Mais on est en train de cogiter, on est en train de faire mûrir quelque chose, on est en train de réfléchir à quelque chose, on est en train de préparer un truc. Il y a quelque chose qui mûrit et en fait, ça me donne un peu une sensation de cocotte minute. Il y a un truc qui est pas loin de péter. Milieu du ciel avec Vénus, ça, c'est une configuration d'un élan. J'ai envie de me consacrer à quelque chose, j'ai envie de me dédier à quelque chose, j'ai envie comment je peux dire, Vénus, c'est la planète de la dévotion. Donc il y a quelque chose pour lequel j'ai envie de me dévouer, j'ai envie de me donner corps et âme pour. Et en fait, quand on voit tout ça, j'ai comme la sensation d'un soubresaut dans la société française, comme une espèce de patriotisme. Alors évidemment, pas de la part de tout le monde, on s'entend bien, ça ne va pas concerner tout le monde, mais j'ai comme une espèce d'élan patriotique, comme si on voulait défendre notre pays bec et ongle contre quelque chose qui ne nous plaît pas. Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de raisons, hein, je vous laisse y réfléchir. Mais déjà contre notre propre gouvernement en lui-même, je pense qu'il y a déjà suffisamment de quoi avoir envie de hurler. Mais il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Ça, c'est l'influence plutonienne. Vous savez, Pluton, c'est les enfers. On accueille plein de choses dans les enfers. Donc, il y a un truc qui est en train de bouillonner et qui n'attend qu'une chose, c'est de ressortir du sol. Mais néanmoins, tout ça ensemble, ça nous donne quoi ? Ça nous donne également d'autres aspects qui sont extrêmement intéressants. Vénus, Lune, Uranus, ça, par exemple, c'est les configurations de maternité. On pourrait retrouver potentiellement un essor de la maternité, c'est possible. Mais on peut retrouver également un essor au niveau artistique. Il y a quelque chose qui éclate au niveau artistique, il y a quelque chose qui est en train d'être en ébullition, parce que Cupidon, c'est la culture et les arts, Vénus, c'est la beauté et les arts, la Lune, c'est également la sensibilité, et Uranus, c'est la révolution. Il y a comme un truc dans l'art ou dans le monde de l'art, il y a un truc qui est en train d'être un petit peu en ébranlement. Donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent secouer, peut-être des nouvelles formes d'art qui peuvent arriver, une nouvelle peut-être impulsion artistique qui peut se produire, c'est possible, ou quelque chose qui éclate par le biais de l'art, c'est pas improbable non plus. Quand on regarde maintenant l'ascendant, hop, voilà. Alors on a une conjonction ascendant Apollon, ça c'est intéressant, ascendant Apollon parce que c'est les grands horizons. On a des grands horizons, on a des choses qui s'ouvrent, on a l'idée d'avoir de la curiosité sur les autres, mais c'est aussi le multiple. Hein. Apollon, c'est le multiple. Donc on a l'idée de s'associer avec d'autres, de recevoir des autres, de s'intéresser aux autres, de voir un petit peu ce qui se passe chez les autres. Il y a quelque chose de très open-minded. Vous voyez, on est très ouvert d'esprit, on a envie d'aller chercher des choses. On a une association avec Saturne. Ascendant Saturne. Ascendant Saturne, c'est drôle parce que ça paraît contradictoire avec ça. Ascendant Saturne, c'est au contraire se couper des autres. Donc on a une ouverture sur les autres et en même temps on se coupe des autres. Et ça nous donne quoi ? Eh bien, c'est la configuration française actuellement
mais déjà depuis des années, qui est pas loin de nous péter à la poire, c'est ce qu'on avait vu juste avant avec cette espèce d'élan nationaliste, c'est que chez nous, on reçoit trop de monde, ça c'est le multiple chez nous, dans notre lieu, ça c'est la diversité, la multiplicité, l'ouverture un peu culturelle sous les différents horizons chez nous, et à un moment donné, on a envie de couper. Et on va plus loin, on a même Neptune. Saturne-Neptune, avec l'ascendant, c'est pas bon. Alors c'est pas bon, ça peut être pour d'autres aspects. Alors ça peut être des dégâts par les eaux, comme par exemple des infiltrations, des tsunamis, des maladies également. Alors nous les tsunamis on va pas en avoir des masses je pense, mais on avait eu par exemple à un certain moment des montées des eaux, des dégâts par les eaux. C'était quelque chose qu'on avait déjà eu par le passé. On peut avoir par exemple la fameuse crue qu'on attend à Paris potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait se produire, c'est pas impossible. Mais il y a l'idée aussi de vouloir vider, se débarrasser, nettoyer, laver le pays. Ascendant Neptune, c'est nettoyer les choses. Et de l'autre côté, on a du Jupiter. Ça, c'est à nouveau l'espèce d'élan où on veut du positif, on veut quelque chose d'enjoué, on a une espèce de liesse. Ascendant Jupiter, en fait, ça pourrait être simplement les Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques vont donner justement cet élan de liesse, de recevoir plein de monde, mais je suis pas sûr que ça se passe très bien, je suis pas certain. Saturne, c'est quand ça ne marche pas bien, Neptune, c'est quand c'est très décevant, ça bidouille, c'est fait de briques et de broc, bon, c'est pas Jojo, vous voyez, c'est pas terrible. Donc ça nous donne un premier élan. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir en route 90 un petit peu ce qui se passe. Donc quand on regarde notre milieu du ciel, on voit notre milieu du ciel ici qui est bien juste à côté de Vénus, à côté d'Uranus, on a la Lune, Pluton, on a Cupidon, donc ça il n'y a pas de souci, on trouve des choses qu'on avait déjà vues un petit peu justement sur la route 360. On avait vu voilà, Uranus, Vénus, la Lune avec... Hop, voilà, la Lune avec l'aspect ici de Quicédécile, Septicédécile avec Pluton. Voilà, donc c'est des choses qu'on retrouve sur la route 90, c'est juste que c'est tout de suite beaucoup plus... comment je peux dire synoptique. Voilà, c'était le terme que je cherchais, c'est synoptique, on le voit en un clin d'œil. Par contre, il y a des choses qui vont apparaître avec le milieu du ciel qui ne vont pas apparaître sur la route sur la route de 360. Et en fait, ce qu'on va regarder, c'est évidemment les mi-points, c'est-à-dire au mi-point de quoi et quoi ça passe. Bon bah là c'est pareil, il faut regarder un petit peu les choses au fur et à mesure, donc je vais pas le faire en détail parce que c'est quelque chose que je peux faire lors d'un live, je l'ai dit, on peut en parler, mais on peut voir si effectivement il y a des choses qui apparaissent, qui peuvent être plus ou moins positives, plus ou moins négatives, des mi-points qui peuvent nous parler agréablement ou désagréablement, et qu'on va retrouver en réalité ici. Voilà, ce sont toutes ces choses-là qui apparaissent. Et là, par exemple, on a un milieu du ciel très très proche du 0 degré d'orbe de Mercure, Hadès. Ça, c'est les vacheries qu'on se balance, mais c'est aussi les mots durs ou les mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles qui peuvent apparaître. Bon, ça va pas être terrible. Ça, c'est le travail forcené. Ça, c'est les projets qui réussissent. Ça, c'est la transformation profonde, puissante à l'intérieur de la structure du pays. Voilà, donc on a tout un tas de choses qu'on peut regarder. Il y a des éléments qui vont être plus ou moins intéressants, d'autres vont pas forcément être très pertinents par rapport à juste le milieu du ciel, et pour que ça prenne du sens, il faudra aller voir ce que va raconter également l'ascendant pour avoir ce qu'on appelle en anglais le whole picture, c'est-à-dire vraiment l'ensemble du tableau. Là voilà, on est sur l'ascendant et on voit aussi un petit peu ce qui se passe et qui peuvent nous donner des informations. Vous voyez, tout à l'heure par exemple j'avais parlé de l'ascendant avec du Saturne et avec du Neptune, et j'avais dit c'était pas terrible non plus pour la maladie parce que Neptune était dans la maison 6, Saturne rentrait dans la maison 6. Là, nous, notre milieu du ciel se trouve sur du Soleil Hadès. J'ai peur qu'effectivement, Soleil Hadès, c'est la mauvaise santé, c'est être malade. J'ai peur qu'on nous mette à nouveau des conditions sanitaires pas terribles. On a un ascendant admette sur notre milieu du ciel. Ça, c'est le lieu qui est refermé. Je pense qu'il serait culotté quand même de refaire des confinements, mais d'ici à refaire du chantage à la vaccination ou autre, oui, je serais pas surpris, vous voyez, je serais vraiment pas surpris. Donc voilà comment on fait en tout cas un horoscope mondial, ce qu'on regarde dans l'ordre. Donc je vous invite à testouiller également, à regarder, et puis on se fera un petit live justement pour en parler, peut-être regarder un petit peu la route 90 en détail, et voir tout ce qu'on peut dire dessus, des choses qui peuvent apparaître.
Donc de nouveau, si vous vivez dans un autre pays, bah, vous allez chercher hein, votre autre pays, enfin la capitale en tout cas de votre autre pays. Si vous êtes, voilà, vous êtes au Japon par exemple, vous allez regarder ce qui se passe au niveau du Japon. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes aspects. Les choses sont complètement différentes. Là, on a un milieu du ciel qui va fonctionner avec Hadès et avec Vulcain, tandis que l'ascendant va fonctionner avec Admète et avec Saturne. Ça donne pas du tout la même tonalité. Donc vous regardez ça, voyez un petit peu ce qui se passe. Toujours les planètes deux par deux. Vous embêtez pas à forcément faire des grandes phrases importantes. Vous regardez simplement voilà, vous prenez une planète et puis vous voyez comment ça fonctionne, comme on l'a vu ici, Mars avec Jupiter, qu'est-ce que ça veut dire. Ça fonctionne de manière très fastoche, hein. C'est vraiment très simple, ça n'a rien de compliqué de monter en tout cas un horoscope mondial pour l'année, c'est pas très difficile. Après, vous pouvez vous amuser à regarder effectivement trimestre par trimestre, vous retournez sur l'ingrès solaire et puis vous mettez cette fois-ci par exemple 2024 et vous mettez l'entrée dans le bélier. Alors bon, moi je vais remettre Paris parce que c'est intéressant. Voilà. Et puis on regarde maintenant cette fois-ci, vous voyez, on a le soleil hein, qui rentre dans le signe du bélier, puis on voit ce qui se passe de nouveau avec les planètes, qu'est-ce qui touche quoi, qu'est-ce qui se passe, le soleil, qu'est-ce qu'il active, le milieu du ciel pour votre pays, qu'est-ce qu'il active, là on a un Saturne, on a un Uranus, ça c'est quand ça pète soudainement, voilà, c'est la rupture, c'est le point de rupture, donc on voit que pour la France on a un point de rupture, donc ça pour les Français. Pour le lieu et pour le gouvernement, là on a du Chronos Hadès. On a, entre mars, avril et mai, on a de très mauvaises résolutions qui vont être prises par notre gouvernement. On a des choses qui vont certainement nous accabler énormément. Quand on prend l'ingrès ensuite de Balance, voilà, hop, tac ici, qui va nous donner cette fois-ci pour... Ah non, j'ai oublié celui de l'été, excusez-moi. Cancer, hop, voilà, Cancer pour l'été, pour toute la période hein, de juin, juillet, août, août, septembre. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette fois-ci sur l'ascendant? On a toujours l'ascendant qui se trouve de l'autre côté, donc c'est toujours pas bon. Puis on a notre milieu du ciel, hop, voilà, qui est conjoint avec Poséidon, qui ne communique avec rien d'autre. Il est juste conjoint à ça, donc là il faut aller sur la route 90 et voir ce qui se passe un petit peu par là pour avoir des éléments. Donc là, bon, bah, l'ascendant, malheureusement, s'enfonce encore et toujours hein, dans ce qu'il avait le mois d'avant. On retrouve les mêmes aspects, pas très rigolo. Et puis, ben, enfin, vous allez regarder cette fois-ci pour l'automne, donc en balance. Ce qui se passe, notre milieu du ciel a bougé, hop, il tombe ici avec une association la Lune, hop, et puis notre Hadès Chronos de nouveau. Donc là, ça c'est pas terrible parce que ça c'est le peuple qui est mal gouverné ou gouverné par des gens qui font de mauvaises choses. On a toujours Mercure qui était déjà là 3 mois avant, il était de l'autre côté mais il activait des mauvaises configurations, c'était pas fun. Ça nous donne quand même un été et automne pas top, et puis bah, ensuite vous regardez celui de l'hiver pour voir l'année d'après, c'est-à-dire 2025, voir un petit peu ce qui se passe. On a toujours un milieu du ciel Uranus, hein, c'est déjà ce qu'on avait là cette année, ce qui est pas très drôle non plus. Et là on a un ascendant encore Mercure, avec un nœud lunaire, avec un Poséidon, avec un Zeus, qui sont intéressants parce que ça a beau être des planètes lentes, l'ascendant lui bouge très vite, donc là ça va avoir du sens. Zeus, Poséidon, Mercure, nœud lunaire, il y a une guerre de l'information extraordinaire qui se passe sur 2025, une guerre de l'information très très forte. On va utiliser les informations, Mercure, Uranus, ça c'est l'internet, comme étant une arme. Je pense particulièrement à un hiver et à une année 2025 sous le signe de la cyberattaque. À voir si en route de 90 on a des choses qui peuvent nous permettre de confirmer tout ça. Oui, bah oui. Zeus, Mercure, ascendant, nœud lunaire, Poséidon, Mars, Vulcain, Hadès. Ça, c'est les actes, c'est les mauvaises actions menées dans le domaine de l'information. Et Mercure, Mercure, Apollon. Je vais y arriver, Mercure Poséidon, bon sang de bois. Ça, c'est les informations digitalisées. Souvent, c'est avec du Uranus. Là, on n'a pas Uranus, mais on a Poséidon qui peut fonctionner comme ça aussi, parce que Poséidon, c'est tout ce qui est immatériel. Ça sent quand même un peu la cyberattaque. Ouais, je suis pas fan. Et je dirais même de gros attentats religieux, parce que Zeus, c'est les armes, Poséidon, c'est la religion, Mars, Vulcain, Hadès, ça, c'est les atrocités. C'est les meurtres, les attaques. Donc sur l'hiver et sur 2025 en général, je pense qu'on devrait bien s'amuser encore. Bon, voilà. On se fait un petit live à l'occasion. Je voulais surtout faire cette vidéo pour vous montrer comment on fait un horoscope mondial, hein, comment on regarde ça, on regarde les ingrès, puis ça fonctionne très bien. On se retrouve en live très très prochainement pour parler un petit peu de tout ça en direct. Je vous souhaite en tout cas
une excellente année 2024. Je vous souhaite le mieux. Prenez bien soin de vous, pour vous et pour vos proches. Plus que jamais. Plus que jamais, préparez l'après-vous. Quelles sont vos valeurs? Où est-ce que vous avez envie d'être? Où est-ce que vous avez envie de partir? Où est-ce que vous avez envie de vivre? À quoi voulez-vous que votre quotidien ressemble? Et battez-vous pour. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve très très rapidement pour un petit live. Bisous.